savoir juste s'il y avait une obligation légale. Je ne crois pas qu'il y en ait, mais il peut y avoir des conséquences qui s'avèrent du coup néfastes. Vous déclarez effectivement un risque. Vous venez assurer un véhicule, quelle que soit la situation, vous déclarez bien ce véhicule et vous aurez une cotisation par rapport au véhicule. Sachant que pour notre réponse à nous, c'est que tout ce qui concerne la partie aménagement, on n'en tiendra pas compte dans la cotisation d'assurance. Elle sera calculée par rapport à un véhicule normal, entre guillemets. Oui, mais si l'aménagement est en cause dans l'accident, ça peut tout à fait se retourner contre l'assuré. Si le contrat qui est pris par l'assuré est un contrat de type classique sans rien signaler, et que l'assureur qui regarde quand même les circonstances de l'accident arrive à faire la démonstration que l'aménagement et donc indirectement le handicap serait en cause, ça peut se retourner contre la personne. Je ne pense pas qu'on a intérêt comme ça à ne pas vouloir. C'est pareil sur le domaine de l'emploi. Je comprends tout à fait un grand nombre de personnes handicapées qui ne veulent pas se faire reconnaître travailleurs handicapés. Mais dans la mesure où il y a une loi qui demande aux entreprises et qui les fait contribuer si elles ne respectent pas le fameux seuil de 6%, il faut quand même que les personnes handicapées comprennent qu'elles desservent leurs petits copains en ne se déclarant pas elles-mêmes handicapées. Et à un moment donné, faut y aller, quoi. Oui, moi je travaille à Coubert et donc ce que je peux dire, c'est que je conseille aux personnes qui viennent nous voir pour savoir ce qu'il faut faire, de donner le maximum de renseignements sur leur état et sur la façon dont elles conduisent à l'assurance. Parce que je dis habituellement qu'au téléphone, quand ils prennent des renseignements auprès de quelque assurance que ce soit, on leur dit oui, il n'y a pas de problème, mais si survient un souci, un sinistre, évidemment là, ce sera tout à fait différent. Donc à mon avis, comme dit M. Barbier, il faut donner le maximum de renseignements de telle sorte que ensuite les préjudices éventuels soient bien indemnisés en toute connaissance de cause. Et de même, dans la je trouve le bouton. Oui, dans la capacité des personnes à conduire, on a bien entendu tout ce qui a été dit sur l'aspect médical des choses. Je suis bien placé, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour dire aussi que les équipementiers, ils doivent être complètement dans le coup de la détermination, de la capacité ou non des personnes à conduire. La technique fait des progrès tous les jours. Franchement, Stéphane va pas mal le prendre, mais si Stéphane conduit, quand même, il y a du monde qui peut conduire. Je veux dire, on n'en est pas là. Il y a beaucoup de personnes qui ne conduisent pas aujourd'hui, à qui on n'a pas permis de conduire, et qui pourraient tout à fait le faire. C'est évident. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont essayé quand j'ai eu le permis. Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Aude, je suis ergothérapeute. Je voulais savoir en fait au niveau des centres d'auto-école, est-ce qu'on peut trouver des listes par exemple sur quels matériels ils peuvent avoir pour pouvoir... En fait, nous on est à l'ADAPT de Châtillon et effectivement on travaille avec des auto-écoles autour en externat, mais je voulais savoir si on pouvait si on pouvait trouver des listes sur les auto-écoles et les adaptations du coup qu'ils peuvent proposer, ou les services proposés. Théoriquement, le CRM, on vous l'a dit, depuis 1 an et demi, est une plateforme d'expertise nationale sur la mobilité mise en place par les caisses nationales Solidarité Autonomie. Donc, à mon avis, c'est au CRM de diffuser l'information qui vous donnera tous les services dans lesquels vous pourrez trouver des solutions. Mais comme le disait très justement monsieur, tout n'est pas mathématique. Faire conduire quelqu'un qui a des troubles type infirmité motrice cérébrale, ça ne se trouve pas avec un simulateur dans un atelier d'ergothérapie. Il faut mettre la personne en situation écologique sur un véhicule avec des gens compétents, un moniteur, une ergo qui connaissent et faire des essais. Et c'est progressivement, par ces biais-là, qu'on trouvera les moyens techniques de compensation. Oui, juste un complément par rapport à l'information. Sur le site du CRM, vous avez la liste des auto-écoles qui proposent le permis handicap avec des véhicules plus ou moins aménagés. Donc normalement, on liste aussi les aménagements des véhicules qui sont disponibles.
Alors elle est peut-être pas exhaustive parce que, mais d'ailleurs on compte sur vous. N'hésitez pas à nous faire remonter de l'information. Hein, ça fonctionne aussi comme ça dans les réseaux. Si vous avez une auto-école qui travaille avec vous, qui n'est pas sur la liste, vous nous le signalez, on la rentrera dans la liste. Et inversement, si une auto-école arrête, n'hésitez pas. En complément, c'est pas parce que vous aurez un véhicule adapté que vous serez apte à trouver les solutions pour cette personne. Je pense que derrière le véhicule, il faut du personnel, il faut de la compétence. Et la compétence des ergothérapeutes, des médecins, des moniteurs d'auto-école et des ergonomes sur la conduite automobile et des équipementiers, il n'y en a pas encore partout. Et moi, après l'expérience du réseau Comet, on reçoit des tas de gens, personnes handicapées, qui n'ont jamais obtenu leur permis de conduire ailleurs et qui viennent dans nos établissements et qui l'obtiennent. Et ça, je crois que c'est très important. Il faut aller là où il y a de la compétence, du savoir-faire et de l'expérience. Ou alors, on voit des gens qui ont eu 130 leçons qu'ils ont payées de leur poche. Alors qu'en gros, statistiquement, même pour un grand tétraplégique, et comme le disait monsieur, 22 leçons, vous avez, mettons 30 leçons, c'est le maximum, au bout duquel on doit avoir un résultat d'aptitude ou de non-aptitude. Oui, une question. Appuyez. Bonjour, moi je m'appelle Laure, donc justement je suis en train de passer mon permis là. Donc moi je rejoins M. Barbier sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent le permis à cause du coût du permis. Moi j'ai demandé plusieurs devis à plusieurs auto-écoles. Ça varie entre 150 € de l'heure à 200 €. C'est énorme. C'est énorme, c'est un véhicule adapté. D'autant plus que moi je dois descendre dans la région bordelaise et ça me coûte environ 6 000 € en comptant les frais de séjour. Et parce qu'avec ma pathologie, je n'ai pas trouvé de centre en France. Et il y a énormément de demandes. Il n'y a pas beaucoup de place, en fait. Oui, alors, il y a peut-être plusieurs questions dans la question. Il y a des représentants des MDPH dans la salle. Déjà, par rapport au surcoût, parce que l'esprit de la loi de 2005, si je ne me trompe pas, c'est la prise en compte du surcoût et du reste à charge. Donc, qu'en est-il du surcoût lié au fait que la personne doit faire un apprentissage sur un véhicule particulier qui coûte plus cher à l'auto-école, donc qui est amené à avoir un taux horaire un peu plus important, ou également les gens, quand c'est des véhicules vraiment spécifiques, nous c'est le cas, on a déjà des contacts avec des MDPH, on essaie d'avancer, qui viennent nous voir, donc qui peuvent venir de 500 km, donc il y a des frais. Donc est-ce que ça c'est éligible ? Alors, je découvre un peu le prix, le surcoût là, de l'heure de conduite. Enfin, je ne connais pas très bien, hein, donc, mais 150, ça me paraît relativement élevé. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Dumas, dans le cadre de la PCH, il est possible de prendre en charge le surcoût. Mais vraiment, voilà, de toute façon, il y a une évaluation, etc. Donc, c'est vrai que l'accès au permis, l'accès à la conduite, bon, c'est pour tout un chacun. Et dès lors qu'il y a un surcoût, c'est quelque chose qui peut effectivement être pris en compte dans le cadre de la PCH. C'est vrai que le surcoût de 150 €, ça peut paraître aberrant, mais j'ai reçu plusieurs devis. Même si vous voulez, je vous les montrerai. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre une limitation sur le coût de l'heure, parce que là ça devient trop cher. C'est vraiment 150 € de l'heure ? Oui. Non mais il y a un moment donné où le principe il doit être relativement simple. Le prix pour la personne handicapée de l'heure de conduite doit être le même que pour tout un chacun. Et après, c'est la compensation et donc la solidarité nationale qui doit jouer. C'est que quand on s'est renseigné, on a été à Vincennes, il y a eu un salon en début d'année, Autonomix, je crois. Donc là, il y a une société qui nous disait qu'elle faisait fabriquer le véhicule pour pouvoir l'adapter à certains handicaps. Donc ça voulait dire une direction démultipliée, l'adaptation du fauteuil, l'adaptation du volant. Et ils proposaient plusieurs adaptations au niveau du volant. Donc eux ont commencé à nous donner une idée de ce que ça pouvait coûter. Et en fait, cette voiture, c'était tout d'abord un projet pour pouvoir l'adapter. Donc Laure a passé quand même des tests de conduite à Coubert. Donc les voitures, elles sont
elles existent déjà. Ben oui. Donc c'est pour ça que là, si vous voulez, elle peut vous les fournir. Ça ne doit pas être l'or qui paye à l'auto-école l'équipement d'une bagnole. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut aller dans les sites experts pour arriver à ce résultat-là. Je vais peut-être intervenir parce oui, bien que sûr. On a cette expérience donc au niveau du CRM où effectivement, lorsqu'on, par exemple, on va conduire avec des véhicules qui permettent la conduite en fauteuil roulant avec un joystick ou un autre système, le véhicule coûte entre 80, 100, 120 000 euros. Donc si effectivement on doit, si l'auto-école qui achète ce véhicule doit amortir son véhicule avec seulement ses leçons de conduite, c'est sûr qu'on va monter sur des tarifs comme ça. Donc je pense que c'est pour ça que tout l'intérêt du développement d'un réseau comme Comet, c'est d'essayer justement de mutualiser sur le territoire des véhicules de ce type de façon à éviter une démultiplication et puis surtout à peut-être trouver des partenaires comme la Massif qui nous ont aidés, nous, pour financer un véhicule, où on a également eu un véhicule financé par l'AFM au travers d'un projet de recherche. Ce qui fait que du coup, les leçons de conduite au CRM sont à 50 € de l'heure, ce qui est le tarif parisien. Donc il n'y a pas de surcoût pour la personne. Et ça pourrait... Alors il y a une réflexion à avoir autour de la mise en place de ces réseaux, et c'est faisable en s'appuyant notamment sur des structures qui pourraient être des auto-écoles sociales. Donc ça, c'est un statut qui existe en France, qui permet d'avoir ce type de montage financier. Je pense qu'effectivement, une auto-école privée ne peut pas acheter un véhicule mini-manche. Ça va être beaucoup trop cher pour elle et pour la personne. Par contre, une boîte automatique, enfin des équipements relativement simples, oui. Alors après, je sais qu'on a des remontées, nous, d'auto-école qui nous questionnent régulièrement pour savoir si il pourrait avoir une aide au financement des aménagements. Là, c'est un débat qu'on pourrait ouvrir aussi parce que ça peut permettre... Mais on peut aussi envisager effectivement qu'il y ait Généralement, c'est ce qui se pratique, les auto-écoles, c'est 10 €, 15 € de plus de l'heure pour les cours avec les véhicules simplement aménagés. Donc là, c'est intéressant de savoir que la MDPH peut intervenir, peut-être préciser du coup la modalité. Oui, alors je précise aussi, alors c'est vrai que la MDPH peut intervenir, par contre, au niveau de la prise en charge, parce qu'on est dans du surcoût, ce ne sera pas forcément pris sur l'élément de PCH aménagement du véhicule. On sera plus là dans l'ordre de ce que sont les charges exceptionnelles. Et là, par contre, c'est quand même plafonné à 1 800 €. Enfin, c'est 75% du coût dans la limite de 1 800 €. Mais voilà, de mémoire, on en a fait passer un des surcoûts, mais on n'était absolument pas dans cet ordre de coût. Une autre question ? Donc voilà, on a vu, je pense qu'il émerge quand même Pardon, oui. Par rapport à la prise en charge, donc Laure s'est aussi beaucoup renseignée. Elle peut avoir des aides supplémentaires si elle a un emploi, donc par l'employeur indirectement. Mais là, elle est en recherche d'emploi. Ça veut dire qu'elle a quand même un niveau d'études, elle a une licence, elle a un bagage, elle postule à des emplois, mais ce qui la bloque énormément, c'est de pouvoir se rendre à ces emplois. Et donc, on se retrouve dans une situation un petit peu insolutionnable, dans la mesure où elle n'a pas les moyens financiers de se payer un permis et la voiture. Et accéder à un emploi, ça veut dire que, au niveau de l'organisation, quand l'employeur la voit arriver avec son fauteuil roulant, sa petite taille, ça met énormément de bâtons dans ses projets. Dans les roues. J'essaye de ne pas être maladroite. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir... Non. Attention. Non, ça n'est plus vrai. Je l'ai dit dans mon propos introductif, en expliquant que la GFIP peut intervenir aussi dans le cadre de la recherche d'emploi. Pas suffisamment souvent,
Mais ça existe aujourd'hui, c'est une porte qui s'est ouverte. Et je crois que vous êtes du côté de Bordeaux.